les amis, alors aujourd'hui nous voici pour parler d'un de mes autres livres préférés, puisque j'avais envie de vous montrer les différents trucs que j'aimais, enfin différents styles, pas que des livres de Stephen King, etc. Donc aujourd'hui on va parler de Dune de Frank Herbert, et particulièrement du premier tome, parce que je trouverais ça dommage de parler de tous en une, et puis de toute manière, je veux toujours relire les choses avant de vous en parler. Donc là j'ai relu le premier tome, qui s'appelle aussi Dune, comme ça c'est simple. Alors, c'est la 3e fois que je le lis et j'ai toujours trouvé ça aussi génial, je vous le dis tout de suite. Comment vous résumer, sans y passer 5 ans, mon rapport avec Dune ? En fait, étrangement, je pense que c'est pas comme la majorité des gens. J'ai pas connu Dune grâce au film, mais grâce à un jeu. En l'occurrence, Dune 2000, du coup, qui est sorti en l'an 2000 et auquel j'ai joué parce que ça ressemblait à Command & Conquer. Et en fait... j'ai pas autant accroché parce que c'était déjà les jeux en mode Windows, donc tout était déjà plus petit, j'arrivais pas facilement à lire, j'avais du mal à voir les unités et tout, donc j'ai joué pendant quelques mois, puis après j'ai vu que j'arrivais pas bien et ça m'a saoulé, j'ai laissé tomber, mais j'ai quand même regardé mon frère et mon père y jouer, j'ai regardé les missions, etc. Donc c'était quand même un jeu que j'ai bien aimé, même si ça a pas été dans mes préférés, on va dire, et du coup, quand j'ai appris qu'il y avait des livres là-dessus, j'ai directement eu envie de les lire parce que j'avais l'impression de connaître l'univers et de bien aimer, quoi. J'avais envie de retrouver les éléments que je connaissais dans le jeu. Donc dans le jeu, quand on joue les Atreides, c'est Gurney Halleck qui nous donne nos missions. Et les Ordos, ils n'existent pas du coup dans Dune, donc voilà, on va dire que c'est les machines, mais les machines, elles ont perdu avant le début de l'histoire, donc c'est con, mais bon, moi c'était avec eux que j'étais dans le jeu. Parce qu'on s'était un peu répartis les camps avec mon père et mon frère, et du coup, moi je jouais les Ordos, mon frère les Atreides et mon père les Harkonnen. Enfin, les Harkonnen, puisqu'il y a un H, c'est comme les haricots, j'imagine. Donc voilà, et puis les Harkonnen, quand on était avec eux, c'était Peter De Vries ou De Vries, je sais pas comment on doit le dire, qui nous donnait les missions. Donc c'était des personnages, Gurney Halleck, je l'aimais pas trop, mais Peter De Vries, du coup, je l'ai toujours imaginé comme il était dans le jeu, et je trouve ça cool. Donc voilà, je connaissais le concept des vers, etc. Et un peu les unités et tout. Donc, et puis les serres de quart de l'empereur et tout ça. Donc voilà, je connaissais des trucs de base comme ça grâce au jeu. Et puis les Fremen évidemment. Donc je suis partie comme ça. Et en fait j'ai commencé en lisant avant Dune parce que je me suis dit je vais lire les choses dans l'ordre en fait. Pourquoi je voyais pas pourquoi ne pas faire comme ça. Sauf qu'en réalité, avant Dune et après Dune aussi d'ailleurs, et même les trucs... je crois qu'il y a un truc genre les origines de Dune, un truc comme ça qui est encore avant, que j'ai pas lu pour le coup. Mais tout ça, c'est écrit par Brian Herbert, qui est, si je me souviens bien, le fils de Frank Herbert, mais le fait d'être le fils de quelqu'un qui écrit bien ne transmet pas forcément nécessairement le talent. Et du coup, quand j'ai lu les avant Dune, c'était pas nul, je dirais, mais c'était neutre en fait. J'aurais mis un 5 sur 10, quoi. Donc... je lisais, je me disais ça me fait plaisir de voir l'univers, mais ça se limite à peu près à ça. Et du coup, j'ai commencé Dune, le vrai entre guillemets, sans aucune conviction particulière, juste parce que j'avais commencé à lire ce qui était avant et que je me disais je vais aller au bout, mais j'éprouvais rien de particulier pour ça. Et en fait, dès le début, Dune c'est juste génial, quoi. Ça change vraiment tout, parce qu'en fait, j'y reviendrai très certainement, mais avant Dune, globalement, tous les livres écrits par Brian Herbert, c'est vachement en mode compte-rendu. Au niveau des faits, c'est pas qu'il se passe des choses moins intéressantes que dans Dune, mais c'est la manière dont c'est écrit. Je trouve que ça fait très résumé, très compte-rendu. Alors que Dune, c'est vraiment écrit d'une manière où on sent qu'il y a de l'action. Et on a l'occasion d'anticiper les choses, d'être vraiment, entre guillemets, excité dans les scènes où il y a des combats, etc. J'ai jamais vraiment ressenti ça dans les avant Dune. Du coup, bref, j'avance, mais c'est comme ça que moi j'en suis arrivée à Dune, parce que c'est quand même, entre guillemets, quelque chose dont je pense quasiment tout le monde a entendu parler, mais on l'a pas entendu parler même chose. Et forcément, ça m'avait donné un gros a priori positif. Le fait que j'ai joué à un jeu il y a des années et que j'avais envie, par nostalgie, de me replonger un peu dans l'univers. La première fois que je l'ai lu, du coup, je devais avoir 17-18 ans dans ces eaux-là. Après, je l'ai relu quand je devais en avoir 24-25. Puis je le relis maintenant, quoi. Donc, en résumé. Alors, je vous disais tout à l'heure que les machines ont
à un moment essayé de réduire l'humanité en esclavage, si j'ai bien compris. Suite à quoi l'humanité a fini par gagner, mais il y a eu une convention qui dit qu'on n'a pas le droit de fabriquer des machines intelligentes. Donc tout ça explique pourquoi, malgré le fait qu'on soit dans un univers futuriste et qu'on voyage dans l'espace, etc., sur les planètes, les gens se battent avec des armes, éventuellement des armes à feu à peu près normales, mais pas plus. Mais sinon, carrément, épée, bouclier et compagnie, même si c'est des boucliers un peu futuristes qui font des champs de force, etc. Mais on est quand même sur un truc mélange de médiéval et de futuriste, et c'est expliqué justement parce que l'humanité a décidé de rejeter complètement la technologie. Pas toute la technologie, mais la technologie justement avec des IA. Donc on n'a pas le droit... genre il y a un commandement qui dit tu ne feras point de machine à l'homme semblable, un truc comme ça. Et donc les machines, oui, mais à condition que ce soit toujours un humain qui les actionne, en gros. Et rien d'autonome, quoi. Donc ça peut peut-être avoir l'air de rien, mais en fait ça limite pas mal, entre guillemets. Et ça fait aussi que, au lieu qu'il y ait des technologies de malades, il y a beaucoup d'humains améliorés, mais qui ne le sont pas non plus du coup par des machines, mais qui le sont par des drogues ou ce genre de choses, pour leur donner des capacités surhumaines. Par exemple, justement, les humains de la guilde, qui dirigent les vaisseaux, ils ont une espèce de capacité de prescience pour voir le futur, et c'est comme ça qu'ils savent où se diriger dans l'espace, parce qu'ils disent en gros qu'il faut plier l'espace, etc. Et si on n'a pas de capacité particulière, on ne sait pas du tout où on va atterrir en fait quand on fait ça. Donc voilà, les gens de la guilde, ils ont cette capacité qu'ils obtiennent justement grâce à l'épice. Et je vais y venir. En gros, le principe de Dune, c'est que le monde entier est dépendant de l'épice. Il est peut-être plus des machines, mais du coup il est dépendant de l'épice, parce qu'en gros c'est la drogue qui améliore le plus les capacités humaines. Ça donne de la longévité, ça permet justement aux gens de la guilde de voir le futur, ça permet aux mantas d'utiliser leurs capacités. Donc les mantas, c'est des espèces d'ordinateurs humains. Vu qu'on n'a plus le droit d'avoir des ordinateurs, on a des ordinateurs humains, qui sont des gens qui ont des capacités de mémoire, de réflexion et tout ça extrêmement boostées et extrêmement rapides. Donc qui arrivent à évaluer les probabilités, etc. Juste en réfléchissant. Mais pour avoir ce genre de capacité, ils ont besoin d'une drogue qui est faite à partir de l'épice. Il me semble que les sœurs, les Ben Gesserit, elles en ont besoin aussi, probablement pour allonger leur vie, augmenter leurs capacités, etc. Et puis peut-être pour la drogue qui permet de devenir révérend de mère, donc le plus haut grade de chez eux. En gros, quasiment tous les camps, entre guillemets, si on peut dire, toutes les civilisations, tous les modes de fonctionnement intègrent l'épice à un endroit ou à un autre. Sans parler, comme je vous disais, que ça permet de rallonger la vie, donc en gros, tous les nobles, ils ont envie d'en prendre, quoi. Donc voilà, tout le monde dépend de Dune, où c'est la seule planète où il y a de l'épice, et Dune, qu'eux, ils appellent Arrakis, hein, c'est plus les Fremen, etc., qui l'appellent Dune. C'est les habitants, en gros, qui l'appellent Dune, mais à l'extérieur, ils l'appellent Arrakis. Et donc, Dune, c'est le seul endroit où il y en a, et c'est une planète qui est extrêmement hostile, parce qu'il y a des déserts partout, et donc la vie y est, entre guillemets, quasiment impossible. En plus d'avoir des déserts, donc il y a des vers, qui sont des vers, mais énormes, qui font la taille qui pourraient dévorer plusieurs immeubles en une fois, quoi. C'est genre, leur gueule, elle fait plusieurs centaines de mètres, quoi. Donc après, il y en a de toutes les tailles, hein. Il y en a aussi des petits, mais c'est les gros qui font flipper et qui sont dangereux. Donc voilà, il y a des gens sur Arrakis, mais ils sont un peu considérés par les autres comme des sauvages. Donc voilà, il y a les Fremen, etc. Puis les gens des creux des sillons, ou des creux des collines, je sais plus trop comment ils les appellent. Il y a donc plusieurs grandes maisons, parce que du coup le système aussi de Dune, c'est un empereur qui règne globalement sur toute l'humanité, mais l'équilibre du pouvoir est partagé entre lui et les maisons qui sont des espèces de familles de nobles qui ont un peu chacune une planète et un emblème, etc. Et un peu des coutumes, un mode de vie, etc. Donc c'est de ça que font partie les Atreides et les Harkonnen. Donc à chaque fois, ces maisons, elles sont dirigées, donc les Harkonnen, ils sont dirigés par leur baron, les Atreides par leur duc. Donc je vous dis, c'est comme des nobles, quoi. Eux, ils se mettent en conseil, entre guillemets, et ils représentent un pouvoir à peu près équivalent à celui de l'empereur. Donc normalement, ils sont censés se concilier et créer un espèce d'équilibre entre les deux. Et au milieu, il y a justement ce qu'ils appellent la Chum, je sais pas trop comment ça s'écrit, mais le truc la guilde des marchands,
qui est le truc du coup commercial, et il y a aussi dedans justement la guilde avec les vaisseaux, etc. Et comme tout le monde dépend d'eux aussi, c'est une force aussi importante. Donc on est dans un univers où il y a tout ça, donc vous voyez, ça me prend extrêmement longtemps à expliquer l'univers, et j'ai pas encore parlé de l'histoire, mais si je vous explique pas l'univers, ça a pas beaucoup de sens de vous expliquer l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et pour moi, vous savez que j'aime énormément les univers riches et complexes, etc. Et là, c'est totalement le cas. En résumé, l'histoire commence quand le duc Leto Atreides, donc son fils Paul et sa femme, qui n'est pas sa femme d'ailleurs, sa concubine Jessica, sont obligés de partir sur Arrakis parce que l'empereur leur a ordonné d'y aller. Sur le papier, c'est un cadeau parce que Arrakis, c'est donc là dont on tire l'épice, donc c'est là où on tire le plus de richesse. Mais en réalité, vu que tout le monde la veut, et vu que là-bas, il se passe plein de merde, et en gros, avant, ça appartenait aux Harkonnen. Et du coup, il se doute bien du Leto que c'est un peu un piège, et qu'on l'envoie là-bas pour des raisons pas très claires. En fait, il sait qu'actuellement, tout le monde l'aime bien, que ce soit les pauvres, les riches, etc. Dans les familles de nobles et tout ça, tout le monde compte un peu sur lui. Et il sait que l'empereur aime pas du tout avoir un rival, justement, avoir quelqu'un qui ressort des familles de nobles et que tout le monde aime, etc. Donc il pense qu'on l'envoie là-bas pour lui tendre un piège. En gros, vu que les Atreides et les Harkonnen se détestent, il pense que c'est le baron Harkonnen, donc il va essayer de le buter là-bas, et que l'empereur va laisser faire parce que ça l'arrange de se débarrasser d'un rival en quelque sorte. Donc nous, au début, on suit Paul, donc qui est le fils du duc Leto Atreides. D'ailleurs, c'est lui qu'on suivra tout le long, je dis au début, mais voilà. On suit aussi d'autres personnages, hein. Il y a des alternances de points de vue, mais c'est principalement Paul qu'on suit. Donc là, je vous parlais de Leto et de sa situation politique, mais à côté de ça, Jessica, donc sa concubine, c'est une Bene Gesserit, donc des femmes que les gens qui ne les aiment pas appellent les sorcières, parce que c'est des femmes avec des capacités justement améliorées, surtout des capacités de contrôle d'elles-mêmes, mais un peu de contrôle d'autrui aussi. En gros, elles sont vraiment capables de se contrôler dans le détail physiquement, de contrôler le moindre de leurs muscles, etc. Donc elles peuvent se battre de manière extrêmement... elles sont extrêmement plus fortes qu'un humain normal, on va dire, parce que elles sont capables justement de tendre leurs muscles d'une certaine manière, où elles mettent un coup et elles peuvent tuer une personne juste avec un coup, etc. Parce qu'elles connaissent aussi le corps humain dans le détail, etc. Donc ça fait un peu ninja décrit comme ça, mais elles font pas que ça, elles sont aussi capables très bien de résister à la douleur, à la peur, etc. De se contrôler un peu en toutes circonstances. Et donc Jessica, elle en fait partie, et en fait les Bene Gesserit, elles ont tendance à mettre leur sœur un peu partout, et à les faire épouser des personnages importants, etc. Parce que elles, leur objectif, c'est de créer un enfant mâle qui serait capable d'avoir un pouvoir particulier qui permet de lire dans les souvenirs de tous leurs ancêtres. En fait, les Bene Gesserit, elles arrivent, les révérendes mères, elles arrivent à accéder aux souvenirs de toutes les femmes qui font partie de leurs ancêtres, mais elles n'arrivent pas à accéder aux souvenirs des hommes. Et donc, elles veulent créer ce qu'ils appellent le Kwisatz Haderach, qui serait le mâle qui serait capable de voir dans tous les ancêtres sans être limité juste aux femmes, et qui aurait certainement d'autres pouvoirs à côté de ça, et qui est censé justement, entre guillemets, être la meilleure solution pour rééquilibrer le monde, etc. Donc elles mettent toute leur vie au service de ce but, et en l'occurrence, Jessica, elle était censée faire un enfant avec le duc Leto, mais elle était censée faire une fille, parce que en gros, elles seront censées faire un garçon, parce que oui, elles peuvent décider le sexe de leur enfant, les Bene Gesserit. Donc elles seraient censées faire un garçon que quand elles seraient sûres d'obtenir justement le Kwisatz Haderach, et c'était censé être à la génération suivante, et pas pour elle. Donc normalement, elle aurait dû faire une fille, mais elle a désobéi, elle a fait un fils, parce que justement, elle était vraiment amoureuse du duc Leto, et lui, il voulait un fils, donc elle lui a donné son fils, et du coup, les Bene Gesserit ne sont pas contentes. Et donc, au début de l'histoire, elles viennent tester Paul pour voir s'il a des capacités particulières, donc pour savoir s'il pourrait être le Kwisatz Haderach ou non. Et donc, elles viennent le tester en même temps qu'eux, ils sont sur le départ pour partir sur Arrakis, tout en sachant que c'est probablement un piège, etc. Donc voilà, Paul, à la fois, il va devoir faire face aux Bene Gesserit qui veulent vérifier s'il a des pouvoirs et le tester, etc. Et où il a un espèce de destin comme ça, où il pourrait être
cette espèce d'être qui est qui est censé tout changer dans le monde, etc. Et en même temps, lui et sa famille s'apprêtent à se jeter dans un piège où il y a plein de gens qui vont potentiellement vouloir les assassiner. Donc on part là-dessus. Histoire, comme je vous dis, c'est l'histoire de Paul, mais c'est l'histoire plus généralement des Atréides, parce que par la suite, dans les tomes suivants, je vous le dis tout de suite, on suivra d'autres personnages que Paul, mais on aura toujours quasiment, il me semble qu'on aura toujours un Atréide au centre de l'intrigue, même si le nom des Atréides va pas forcément rester tel quel, mais ce sera toujours des descendants de cette même lignée, on va dire. Donc en fait, on a vraiment le fait de suivre plus des événements historiques, on va dire. D'ailleurs, juste dans le tome 1, il y a un moment où on fait un bond en avant, on saute 2 ans, et donc on essaie vraiment de nous montrer les moments importants de l'histoire de Paul, de comment il est devenu justement un espèce de prophète, etc. Ça, c'est pas vraiment un spoil que je vous le dise, parce que dès que l'histoire commence, en début de chapitre, on a des espèces de petites... je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais des petits extraits qui sont présentés comme des extraits de livres, qui sont soit justement un livre genre Paroles de Muad'Dib ou des trucs comme ça, ou soit extrait de qui est réellement Muad'Dib par la princesse Irulan et tout. Donc en gros, on sait que... au début, on sait pas forcément qui est Muad'Dib, mais on le comprend rapidement vu tout ce qui se dit autour de Paul. Et donc on sait très bien que ça va être un personnage célèbre et que là, on est en train de revoir son histoire à la source. Donc tout le long, Dune, ce sera toujours présenté un peu comme une espèce de... justement, où on suit des personnages historiques pour voir comment ils en sont arrivés là, etc. Le concept, c'est vraiment... c'est difficile à résumer. Je pense que le concept, c'est l'univers en lui-même, carrément. Parce que c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement fourni, etc. Je vous dis, c'est vachement détaillé politiquement, et c'est extrêmement intéressant à ce niveau. Mais moi, les premières fois que je l'ai lu, j'ai pas trop fait gaffe à ces aspects, et j'ai quand même bien pu en profiter, parce que c'est pareil, les planètes, elles ont différents paysages. C'est aussi très détaillé, crédible et intéressant au niveau écologique. Quand on nous parle justement de Dune, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau et qu'il y a un planétologiste qui pense à augmenter la vie et qui dit que la vie elle-même augmente la capacité de la vie, etc. Donc plus on met des êtres vivants et plus ils créent un milieu qui leur est favorable et que s'ils arrivent à créer plus de végétation et tout sur la planète, il y a un moment où ça continuera tout seul en fait, et où elle pourrait se transformer en un paradis, etc. Même ça, c'est détaillé, c'est intéressant. Je sais pas à quel point Frank Herbert s'est documenté pour avoir des détails sur tout ça et tout, mais ça a dû être un sacré boulot. Ou alors s'il avait tout dans la tête et s'il était doué à ce point-là, mais en tout cas, voilà, c'est crédible à la fois sur certains trucs scientifiquement, après pas sur tout, hein, parce que justement... il y a beaucoup, comme je vous dis, de choses qui se basent sur des sortes de pouvoirs psychiques et des pouvoirs, des améliorations du corps humain et tout ça, on sait que c'est pas possible. Il y a toujours un fond de mysticisme et un truc un peu philosophique, religieux, chelou, un peu dans le fond. Mais c'est pas forcément dérangeant parce qu'il y a aussi beaucoup de recul et d'ironie, on va dire, par rapport à la religion. J'y reviendrai plus tard, mais il y a le fait que les sœurs Ben Gesserit ont tendance à répandre des religions sur les mondes pas très... civilisées, on va dire, et pas très habitables, etc., pour que quand elles aillent là-bas, elles puissent facilement se faire servir par la population locale, on va dire. Donc, il y a un certain cynisme, on va dire, avec les religions, mais en même temps, on voit aussi énormément, justement, le pouvoir de la foi, comment ça peut être fédérateur, et comment ça peut permettre de monter des armées, etc., avec le côté flippant, mais aussi beau du truc. Voilà, je me suis un peu perdue, parce qu'on n'est plus trop dans le concept, mais... Justement, j'ai du mal à trouver vraiment un concept parce que il y a le fait de suivre Paul qui a des pouvoirs extrêmement compliqués à gérer, j'allais dire, à la fois psychologiquement et philosophiquement. En gros, oui, il peut comprendre ce que ressentent ses ancêtres, etc., mais il voit aussi le futur, du coup. En fait, justement, gérer le fait d'avoir des pouvoirs prescients, se sentir entre guillemets responsable de tout ce qui arrive, et puis qu'il y ait des zones d'ombre, etc. Tout ça, c'est vachement bien décrit et tout, mais le concept du livre se limite pas à se demander qu'est-ce que ressentirait une personne qui verrait le futur. Ça se limite complètement pas à ça, en fait. Il y a ça, mais il y a aussi, je vous disais, toute la planète Arrakis, Dune, où on se demande
à quoi ça mènerait les gens de vivre dans des conditions comme ça où l'eau serait extrêmement rare. Si l'eau était le bien le plus précieux, quelle société humaine se montrait sur un monde comme ça? Là, c'est ce qu'on découvre à travers toute la vie des Fremen. Et c'est aussi un des points importants du livre, mais c'est pas non plus le seul. J'ai l'impression que des concepts, il y en a plein en fait. C'est vraiment une sorte d'exploration de choses qu'on n'a pas encore testées avec l'humanité, de les mettre sur plein de planètes différentes, avec des mondes différents, et de voir quel genre de société ça fait, et puis de leur donner des capacités particulières et de voir ce qu'ils en feraient. D'imaginer aussi les rapports entre des gens, des humains justement qui ont des capacités très différentes les uns des autres. Qu'est-ce que penseraient justement des humains normaux, de femmes qui sont capables de contrôler le moindre de leurs muscles, etc., de manipuler les gens et tout. Et il n'y a pas du tout que ça. Là, ceux à qui je pense, on les a pas vraiment vus dans ce tome, mais il y a plein de gens comme ça qui vont évoluer de différentes manières et de se demander comment le reste de l'univers les perçoit et tout. Je sais pas, c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de vaste exploration des possibilités de l'humanité, justement en dehors des machines. C'est peut-être ça le concept. C'est de se demander quel pourrait être le futur, les différents futurs de l'humanité, parce que clairement, je vous dis, on en explore plein en fait à travers l'univers de Dune, parce que sur différentes planètes, etc. Et en plus, comme on voit justement différents futurs possibles à travers Paul et tout ça, d'explorer les futurs possibles de l'humanité si on part pas vers le truc classique avec des machines et où on met tout là-dedans. Je sais pas si c'était juste une sorte de fiction philosophique ou si Frank Herbert lui-même avait quelque chose contre les machines. En tout cas, c'est clairement intéressant parce que ça crée un univers futuriste inhabituel et qui est assez agréable justement dans son côté plus fantasy, plus magie, etc. que d'habitude, même si on reste dans de la science-fiction et que, comme je vous dis, le côté science, il est bien là, il est bien fourni. Mais il y a beaucoup plus de mysticisme, de philosophie, etc. que dans la moyenne, je dirais, des livres de science-fiction. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai tellement aimé dans ma jeunesse, où moi, à la base, je suis assez portée, on va dire, sur la philo, sur tout ce qui fait réfléchir et tout, et un peu moins sur les trucs futuristes. C'est pas trop mon délire, mais ça me dérange pas. C'est pas le seul livre futuriste que j'ai aimé, mais je pense que c'est celui que j'ai préféré. Donc voilà, après je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font réfléchir, hein. Je vous dis pas que la science-fiction c'est con, loin de là. C'est juste que là on est vraiment sur un côté, c'est vraiment le côté mystique je pense qui fait que ça m'a plus accroché à l'époque. Aujourd'hui j'ai certainement moins besoin de ça. Mais en tout cas quand j'étais jeune je pense que ça a énormément joué dans le fait que je rentre totalement dans cet univers. Déroulement de l'intrigue, donc je vous disais qu'on suit principalement Paul, mais on a des points de vue du duc Leto, de Jessica, on a des points de vue de quasiment tout le monde en fait. On a les points de vue du baron Harkonnen. Et puis globalement l'histoire elle adopte un point de vue omniscient, pas un point de vue vraiment interne. Donc même dans un même chapitre, même si on suit majoritairement Paul ou quoi, on peut avoir des petits paragraphes où on est du point de vue de Jessica, où on est du point de vue d'un personnage tiers, qu'on ne reverra pas plus que ça et qui n'aura pas plus d'importance que ça, mais dont on va quand même nous dire ce qu'il pense sur le moment. Donc voilà comment ça se passe. Comme je vous disais, il y a des sauts éventuellement dans le futur. On nous montre des scénettes qui sont extrêmement représentatives des personnalités des gens et des lieux, etc. C'est des scènes qui sont très illustratives, très représentatives. Et on ne nous montre pas de quotidien ou de détails. Ça pourrait limite pour moi être un défaut parce que ça m'a un peu gêné ce saut dans le temps. Je vous disais, il y a un moment où on arrive 2 ans plus tard et moi je me suis sentie un peu perdue et un peu déphasée de la fin du récit avec ce truc-là. Un peu détachée aussi parce que dans les 2 ans qui sont passés, il y a des enfants qui sont nés, etc. On les a pas vus naître, on n'a pas vraiment vu ce que pensaient les gens à ce moment-là, etc. Ça peut vous paraître bizarre, mais moi j'aime bien le fait d'avoir des moments du quotidien et justement chez Stephen King, ce que j'aime bien c'est que généralement on a des beaux extraits de quotidien avant de voir les choses partir en vrille. Là dans Dune, on arrive dans un moment où les choses sont en train de partir en vrille. Quasiment chaque scène qu'on voit représente un problème, quelque chose, un danger, un moment de tension. Quelque chose soit où ça part en vrille, ou soit au moins où il y a une grande tension émotionnelle. Il n'y a pas de scène calme du quotidien, il n'y en a pas.
Il y a vraiment que des flashbacks, on va dire, des persos qui regrettent leur planète d'origine ou des trucs comme ça, sur quelques lignes où ils vont nous parler de comment c'était avant, mais on n'est jamais, nous, immergés dans le quotidien ou les choses agréables qu'il y avait avant. Donc ça, c'est peut-être un truc que je regrette un peu, que ça aille un peu vite. Alors vous allez me dire, on a déjà 7 tomes et il se passe déjà énormément d'événements, mais moi j'aurais aimé que ce soit encore plus long et encore plus détaillé. Donc du coup, ouais, je vous disais pour le déroulement de l'intrigue, on est vraiment sur un truc en mode histoire, mais histoire avec un grand H, où on nous raconte des événements marquants de l'univers qu'on est en train de suivre, la vie de personnages ultra connus qui sont devenus légendaires, etc. Et donc il y a vraiment cet aspect de, j'allais dire un peu court, mais c'est pas du tout présenté comme un cours, parce que comme je vous disais, on voit vraiment le détail des scènes, et sans vernis ou sans phare ou sans idéalisation. Et justement, plusieurs fois, Paul se dit, bah là, c'est ça qui s'est réellement passé, et c'est tel truc de disproportionné que dira la légende après. Donc on voit pas un truc irréaliste, mais justement, il y a vraiment cette volonté de nous montrer la vérité derrière l'histoire, alors que l'histoire, nous-mêmes, on la connaît pas, donc c'est intéressant, mais c'est une originalité, je pense. La fin, j'y reviendrai. Alors les personnages, je vous disais, on suit majoritairement Paul, et c'est lui du coup dont on aura le plus de détails de sa personnalité, de ses états d'âme, etc. Mais on a vraiment le temps et l'occasion de comprendre la complexité d'énormément de persos. Le Duc Leto et Jessica, évidemment, mais même justement le baron Harkonnen, Peter de Vries, son Feyd Rautha, là, ou Rautha, je sais pas trop comment on doit le prononcer, le neveu du baron Harkonnen. Les gens comme Gurney Halleck, ça va, on le voit quand même, mais Duncan Idaho, pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu. J'avais l'impression de le connaître parce que justement j'avais lu les Avant Dune et tout avant, mais là concrètement on l'a pas beaucoup vu. Mais il y a quand même pas mal de persos comme ça. L'empereur, on le voit vite fait. En fait, le truc c'est ça, c'est que même en voyant peu de temps les persos, on a quand même l'impression de bien les comprendre leur logique et tout. Donc il y a le docteur Yue, je sais pas trop comment on doit le prononcer, qui est le traître justement, qui fait partie des gens qui sont venus avec le duc Leto et tout, et c'est lui qui est supposé les tuer. En fait, on a énormément de détails de sa personnalité. D'ailleurs, on va le suivre jusqu'au bout, ce mec-là, pour voir pourquoi il a fait ça, à quel point ça l'a fait souffrir, etc. En fait, on a vraiment le temps de le connaître, de le comprendre, etc. On a quand même pas mal de persos secondaires qu'on va bien suivre et qui sont bien détaillés. Et je dirais, encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a jamais de haine gratuite, de préjugés, il y a beaucoup de compassion, parce que justement, Yue, c'est un traître, mais on va voir pourquoi il agit comme ça, on va voir qu'il en souffre. En fait, voilà, et souvent, je pense à mon frère qui dit qu'il supporte pas les histoires où les gens sont trop égoïstes et que pour lui, les gens pensent à l'intérêt général, etc. Souvent, moi, je me dis, j'ai l'impression que dans la réalité, c'est pas autant vrai que ce que lui pense. Mais clairement, il y a des sagas comme ça où les gens, oui, carrément, pensent à l'intérêt général. Et clairement, dans Dune, c'est le cas. Paul, il est sans arrêt en train de se demander qu'est-ce qu'il doit faire comme choix pour le futur. Il se le demande pas par rapport à lui-même ou à sa famille, il se le demande complètement par rapport à l'intérêt général. Ils sont tous traités, justement, y compris justement les traîtres ou les lâches ou quoi que ce soit. On nous montre pourquoi ils agissent comme ça, et il y a beaucoup de compassion, on va dire, dans la manière dont c'est fait. Alors évidemment, le baron Harkonnen et Peter de Vries, c'est des connards, enfin c'est des connards. Enfin, le baron c'est plus un connard, Peter de Vries c'est un sadique, psychopathe, etc. Je sais pas si c'est un connard, peut-être que oui, mais c'est pas ses caractéristiques principales. Mais c'est surtout, du coup, eux, est-ce qu'on peut les apprécier en tant que méchants? Oui, mais sinon non, pas vraiment. Non, je dirais non, mais en tant que méchants, oui, on peut les apprécier parce qu'ils représentent vraiment tout. C'est un espèce d'archétype du méchant, sans être cliché non plus, et sans être générique. Parce que franchement, le baron, je vais y venir justement, on va parler de l'apparence. L'apparence, là, vraiment, j'ai des images dans la tête, mais vraiment bien, quoi. J'ai bien compris que le duc Leto, il était brun et qu'il avait un profil justement de faucon, etc. Et du coup, Paul aussi, il a hérité de ses cheveux, même s'il a les traits plus fins de sa mère et tout. Sa mère, donc Jessica, on sait bien qu'elle a les cheveux cuivrés, etc. Et qu'elle est belle, qu'elle a un visage rond, enfin ou ovale ou quoi, mais en mode
justement très, très féminine et tout. Et je disais, le baron, qu'il soit énorme et qu'il ait des suspenseurs pour se déplacer facilement malgré le fait qu'il est énorme et que du coup ça lui donne une démarche sautillante, etc. Je trouve ça génial en fait. D'imaginer un énorme mec avec une cape et tout, et qui flotte à moitié et qui se déplace avec un air sautillant, ça lui donne un côté extrêmement grotesque, et où on sait que les gens n'ont pas le droit de se foutre de sa gueule parce qu'il peut tuer vraiment pour un oui ou pour un non. Et même la manière dont les gens flippent devant lui, parce qu'on sait très bien qu'il peut exécuter justement des gens ou s'amuser à les torturer ou quoi pour pas grand chose, bah ouais, c'est vachement jouissif à lire. Vraiment, il représente des méchants. Je sais pas comment dire. Ouais, il y a vraiment un côté archétype, mais sans être cliché, sans être prévisible. Où à chaque fois qu'on les voit, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Moi, je l'ai toujours trouvé justement marrant en quelque sorte, le baron. Alors, c'est pas drôle du tout ce qu'il fait subir aux gens, mais il a tellement ce côté. Je sais pas comment dire. On dirait que dans sa tête, justement, c'est un peu un enfant, quoi. Avec tout le côté sadique justement que ça implique. Et tout le côté connard, pas dans le sens où il est bête, mais dans le sens où il est tout le temps en train de chercher à jouir de tout, en fait. De toute façon, lui-même, il a dit que, en gros, il avait tout le temps faim et soif, et que il incite ses neveux à penser comme lui et à dire que pour lui, c'est la bonne façon de fonctionner, d'avoir tout le temps faim et soif, et en gros, d'en vouloir toujours plus, et d'être complètement insatiable, etc. Enfin, pour lui, c'est ça qu'est censé être un humain fort, un prédateur, etc. Et c'est comme ça qu'on incarne justement la noblesse et tout. Et c'est pas du tout con comme idée. Enfin, d'un point de vue rationnel, tout ce qu'il dit, c'est pas con. C'est juste d'un point de vue émotionnel que c'est vraiment déprimant et qu'on se dit on n'a pas envie de fonctionner comme ça. Mais entre le fait que c'est pas con et le fait que lui, il arrive à s'en tirer avec une espèce de classe, il y a même des moments où justement quand il est face à l'empereur ou quoi, on se rend compte qu'il essaye de garder la face, etc. De pas se faire humilier, de calculer son comportement et tout. Ouais, il est intelligent, il a un côté un peu... À la fois, il est capable de se montrer très flippant et à la fois, il est capable de se montrer limite un peu bouffon quand il est face à des supérieurs. Je veux dire, c'est vraiment un personnage qui est extrêmement marquant, mais quasiment visuellement, comme je vous dis, quoi. Parce que voilà, on va bien nous décrire ses attitudes et tout. Voilà, je trouve que avoir cette espèce de méchant gros... qui peut paraître un peu dégueulasse, mais en même temps qui est fort et très intelligent et tout ça, et qui est vraiment prêt et capable de tout. Je trouve ça vraiment cool, quoi. C'est pas un méchant que j'aime, mais c'est un méchant que justement j'aime en tant que méchant, que j'aime qu'il existe, quoi. Donc voilà. Et au niveau de l'apparence, ouais, on va nous parler aussi de l'apparence des Fremen avec leurs yeux entièrement bleus et tout. Franchement, là, j'ai vraiment des images dans la tête, et puis même la manière dont on nous décrit le désert de Dune et tout, les vers des sables, tout ça, enfin, je trouve qu'il y a énormément de détails et que tout est extrêmement marquant. Alors, truc intéressant, je vous avais dit que j'arrivais plus à visualiser quand je relisais ça. Là, en lisant Dune, j'ai visualisé, mais je me suis beaucoup arrêtée de lire avec insert flèche bas pour lire juste avec flèche bas. Dans toutes les scènes où je savais que c'était des scènes que j'aimais bien, quand j'avais l'impression de pas bien suivre, de pas tout comprendre, qu'il y avait des trucs subtils où j'avais l'impression de pas tout avoir enregistré, je revenais en arrière et je relisais tout avec flèche bas, et en faisant ça j'ai beaucoup mieux visualisé. Donc c'est peut-être aussi une question de vitesse, soit c'est mon cerveau qui fonctionne moins vite, ou soit c'est parce que j'ai accéléré de choses depuis, parce qu'à l'époque il me semble que je lisais tout en vitesse 40 et que maintenant je suis en vitesse 45. Donc est-ce que c'est pour ça que aussi je visualise moins ? Je ne sais pas. En tout cas, en lisant avec flèche bas et dans Dune, je visualise, et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pas encore tout perdu. Il y a peut-être des explications rationnelles à tout ça. Personnalité, ben voilà, je vous disais, il y a vraiment au moins 10-15 persos qui ont des personnalités subtiles et intéressantes, et des fois il y a des persos qu'on croise que pendant 1 ou 2 chapitres, mais on a vraiment l'impression quand même de les connaître, de les comprendre, d'avoir cerné un peu leur logique, et qui sont pas si caricaturaux que ça. Enfin, justement, en fait. Encore une fois, le fait d'avoir certains traits caricaturaux ne fait pas que tout est par rapport à ça, et les gens... Il y a le truc comme ça caricatural qu'on voit à première vue quand on les rencontre, mais il y a autre chose derrière. On sent quand même que les persos sont complexes, profonds, etc. Et voilà, c'est vraiment... Enfin, ils sont vraiment d'extrêmement bonne qualité, extrêmement subtils, etc. Je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais il y a aussi le fait qu'il y ait différentes langues
et des expressions, etc., différentes selon les peuples, etc. J'y reviendrai quand je parlerai du langage et tout, des dialogues et tout ça, mais ça aussi, ça a dû être un boulot monstre et c'est extrêmement bien foutu. C'est vraiment pas n'importe quoi, justement, de se rendre compte comme ça. Je sais pas s'il a inventé une langue ou s'il en a remixé une. Je me suis pas du tout renseignée sur la question, mais ça rend l'univers encore plus riche, quoi. L'évolution, il y en a plein, parce que voilà, Paul, au début, on commence à le suivre, il a 15 ans, et avec tout ce qui va lui arriver, la trahison dans sa famille, etc., bon, je vais peut-être pas tout de suite vous spoiler le reste, mais il va prendre très cher, donc forcément, bien sûr qu'il va évoluer, et puis ce sera pas forcément le seul, même si c'est lui majoritairement, de toute façon c'est son histoire qu'on suit pour l'instant, donc c'est surtout lui. Et les autres gens vont beaucoup évoluer par rapport à lui, parce qu'il va vraiment être un peu le catalyseur des événements. On pourrait penser que c'est aussi un truc un peu shonen, voyage initiatique, machin, parce que Paul, on le prend à 15 ans et que c'est un fils de noble qui connaît encore rien à la vie et que pouf, il va te plonger dans des intrigues, des trucs, et voilà. On pourrait se dire, en plus il a des pouvoirs, donc ça se trouve, il y aura du power-up et tout, mais ça va pas du tout se passer comme ça. Là, on n'est vraiment pas du tout dans un shonen ou quoi que ce soit. Paul, il va prendre cher, il va essayer de faire les bons choix, mais ça va pas forcément avoir des conséquences si cool. Il va potentiellement avoir des regrets sur les choix qu'il a fait, etc. Non, ça va pas être facile. Il va y avoir de l'évolution, mais plus de l'évolution comme dans la vraie vie, juste parce que les événements se déroulent et que vous prenez des claques et que vous essayez de vous en remettre, de vivre avec, etc. Mais clairement, on peut pas dire qu'il y en a pas, parce que oui, les persos changent, mais il n'y a pas quelque chose de linéaire où on sait de base où l'auteur veut en venir et que l'histoire est au service justement de l'évolution d'un personnage. Là, c'est clairement pas le cas. On sent vraiment qu'il y a un gros brassage d'idées et que les personnages sont pris dans le maelstrom, quoi. Et on va les regarder justement se débattre là-dedans, plus que... On n'aura vraiment pas forcément l'impression que c'est eux qui vont décider des événements. En tout cas, pas dans ce tome. Parce que plus tard, on aura un personnage qui va beaucoup plus décider des événements. Mais évidemment, j'en reparlerai à ce moment-là. L'univers et les créatures, du coup, je vous l'ai déjà énormément décrit, parce que pour moi, c'était préalable, entre guillemets, enfin, c'était vraiment la caractéristique principale du livre, son univers. Donc, clairement, pour moi, l'univers, les lieux et les créatures, c'est, je pense, le point le plus fort du livre, même si ça m'embête de dire que les personnalités sont pas aussi géniales, parce que pour moi, les personnages, leur personnalité, tout ça, c'est aussi génial. Mais l'univers, les lieux et les créatures... Voilà, là on est vraiment sur du extrêmement lourd à ce niveau et c'est rarement égalé. Je vous dis, pour moi j'ai l'impression que ça doit prendre plus de temps de concevoir l'univers dans le détail comme ça que d'écrire l'histoire en elle-même. Et c'est pas du tout rien de dire ça. Parce qu'un univers entre guillemets classique, comme il y a dans la majorité des livres, ça prend 2-3 semaines maximum à le créer, même en sachant que vous pouvez faire des cartes... vraiment réfléchir aux principes, vraiment peut-être même dessiner des lieux, etc. Mais voilà, ça prend 2-3 semaines. Alors que là, avec tout ce qu'il y a dans l'univers et tout le boulot que ça représente et tout, parce que clairement on est sur un univers, un truc où il y a plusieurs planètes et tout ça, pour moi ça prend des années à faire un truc comme ça. Et avec les langues, je vous dis, l'écologie des planètes et tout, je pense que la majorité du travail est là. Et après, même la politique et tout, je pense que ça fait même partie justement de l'univers, les lieux et les créatures, parce que se demander justement quelles sont les interactions entre les différentes forces et comment... qu'est-ce qui va s'établir, combien de temps ça va durer, etc. C'est chaud quand même d'être capable de concevoir un truc qui paraît aussi béton, aussi crédible et tout, dans un univers fictif. Je trouve qu'on a vraiment l'impression justement d'assister à des événements historiques alors qu'on est dans un univers fictif et c'est rare d'arriver à un tel réalisme. Logique et cohésion, moi j'ai pas vu de faute, même si... Par rapport au pouvoir, on peut plus ou moins en penser ce qu'on veut, entre guillemets, enfin je veux dire. Les pouvoirs de préscience de Paul, à la fois il est censé voir les avenirs possibles, mais quand il les voit, on nous dit qu'il y a plusieurs chemins, et que en gros, les actions qu'il va faire vont lui permettre de choisir entre différents chemins, mais du coup, il y en a un nombre limité. Et déjà, je me dis que c'est un peu facile par rapport à la réalité. Je pense que dans la réalité, des avenirs possibles, il y en a plus que 2 ou 3 en fait. Il y en a vraiment quasiment une infinité. Et du coup, les résumer à des grands chemins, bon, c'est plus simple pour le visualiser, se le représenter, faire avec d'un point de vue histoire et tout, mais est-ce que c'est réaliste, je ne sais pas. Alors voilà, là, je suis en train de vous parler de
logique, cohésion et réalisme d'un pouvoir, donc vous en faites ce que vous voulez, c'est juste les réflexions que moi je me suis faites. Et puis pareil, le fait qu'il soit prescient et que du coup il a déjà vu beaucoup d'événements qui lui arrivent, dans l'histoire il y a plein de moments où il dit là je suis dans une zone d'ombre, là en ce moment je sais pas du tout ce qui va m'arriver, c'est un endroit qui était pas visible, c'est un espèce de nœud à partir duquel les différents avenirs sont possibles. Je me dis oui, scénaristiquement c'est un peu facile de dire ça, parce qu'en gros si Paul avait déjà vu tout ce qui lui arrivait, il y aurait pas de suspense, parce que lui-même il saurait déjà ce qui va lui arriver, donc il aurait pas peur. Donc nous, vu qu'on est de son point de vue, en fait être de son point de vue n'aurait eu aucun intérêt s'il avait déjà tout vu, qu'il savait déjà tout et qu'il avait plus qu'à faire ce qu'il savait déjà qu'il fallait qu'il fasse, quoi. Donc dans ces cas-là, il aurait fallu qu'on suive un personnage tiers et qu'on le regarde en train de se balader dans la vie avec un air blasé et et qu'on se dise oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, mais pourquoi il a l'air aussi dépressif, et c'est tout en fait. Mais là, du coup, vu qu'on est de son point de vue, quasiment à chaque fois qu'on a des scènes importantes où il a des risques de mourir, etc., il nous dit tiens, là je suis dans une zone d'ombre et tout. Donc il y a des moments où je me suis dit oui, c'est quand même un peu facile parce qu'il y en a beaucoup des zones d'ombre. Je croyais que t'étais censé avoir tout vu. Puis finalement, on est déjà sur la 5e ou 6e zone d'ombre depuis le début du livre. Donc c'est bon, quoi. Mais après, il y en a une à la fin du livre, une zone d'ombre qui a été justifiée. Mais les premières, on sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que justement sa vie est en danger, est-ce que c'est comme il dit parce que c'est des moments charnières, lol, ou nœuds, où il y a plusieurs chemins possibles à partir de là. Mais bon, on sait pas trop pourquoi, et ça m'a légèrement chiffonné. Mais bon, on peut dire que c'est quand même un peu un détail et que c'est quand même super bien géré, parce que il faut quand même l'assumer, hein, d'écrire un personnage qui voit le futur et de décider qu'est-ce qu'il va choisir de faire comme action, pourquoi et comment il va vivre justement émotionnellement son quotidien avec cette sensation d'avoir déjà tout vécu. C'est quand même pas rien déjà d'écrire ça. Donc d'avoir mis quelques petites choses qui permettent de le rendre un peu plus humain et qui permettent de rendre le récit un petit peu plus classique pour se faciliter la vie, je trouve que c'est quand même un problème mineur, même si une partie de moi me dit c'est peut-être un petit peu dommage de pas avoir poussé le concept jusqu'au bout. Mystère et découverte, il y a vraiment que ça, parce que si on y réfléchit, au départ on arrive déjà qu'on connaît rien à l'univers, on arrive sur une nouvelle planète. Donc Paul il est jamais allé sur Arrakis avant, donc il va la découvrir et on va découvrir les paysages et comme je vous disais le mode de vie des Fremen pour qui l'eau est le bien le plus précieux et toutes les implications que ça va avoir dans leur mode de vie, comment les coutumes sociales, etc., que ça entraîne, l'incompréhension entre les gens qui ont jamais manqué d'eau et les gens qui en ont toujours manqué sur leurs réactions, etc. Franchement, on en découvre continuellement et on a vraiment le truc de se dire oui, c'est logique au fur et à mesure qu'on les découvre. Et en même temps, on peut pas toujours anticiper comment ils pensent, comment ils vivent, etc. avant qu'on nous l'ait dit. De temps en temps, si, hein, mais voilà. Souvent, quand même, on est en mode ah ouais. Et c'est génial parce que déjà, ça pourrait très bien arriver un jour qu'on manque d'eau sur Terre et que du coup les modes de vie changent par rapport à ça. Même si je pense qu'on n'en arrivera pas forcément au point des Fremen, je trouve ça passionnant justement de voir comment les contraintes concrètes peuvent jouer sur les cultures. Donc ça c'est passionnant. Ça en plus de l'exploration du monde, des pouvoirs de Paul et des intrigues politiques, etc. Enfin franchement, du mystère et de la découverte, on n'a que ça, on en a partout. De se demander qu'est-ce qui va se passer aussi, parce que ça je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais Jessica elle est aussi enceinte d'une fille cette fois, donc comme le Ben Gesserit lui avait demandé, et il va se passer des trucs pendant qu'elle est enceinte qui vont atteindre sa fille, enfin son fœtus, le bébé qui est pas encore fini de se former, et qui vont faire qu'elle aussi elle va avoir des pouvoirs, des anomalies très différentes, etc. Et moi j'adore les trucs comme ça, vous savez que j'adore les enfants avec des pouvoirs et tout, donc typiquement c'est le genre de trucs qui font que pour moi il y a beaucoup de suspense et j'ai vraiment hâte à chaque fois de voir ce que ça va donner. L'écriture, franchement comme je vous disais, elle est géniale. C'est assez ouf de voir justement le contraste entre les avant Dune, après Dune et machin, et les livres vraiment écrits par Frank Herbert lui-même. Tellement c'est différent que là on voit que c'est l'écriture qui fait la différence. Parce que si j'ai bien compris, Brian Herbert, pour écrire les avant et les après Dune, il a pris justement des notes de son père. Et donc les événements qu'il met en scène, c'est des événements qui sont les mêmes styles d'événements qu'il y a dans Dune.
Donc sur les événements, moi j'y vois aucun problème et pourquoi pas en fait. Mais la manière dont ils sont mis en scène fait que pour moi c'est pas très intéressant. J'ai vraiment, je vous dis, une impression de compte rendu et j'ai pas du tout cette impression dans Dune. En fait, j'ai l'impression que les choses sont exposées de manière entre guillemets trop simple dans les avant et les après Dune. Il n'y a pas de mise en scène stylée, alors que là c'est complètement le cas. Comme je vous disais, je vous parlais du docteur Yue qui était un traître et tout. On va lui voir avoir une conversation avec Jessica au début où il se dit il vaut mieux que j'ai l'air le plus honnête possible parce que les Bene Gesserit elles savent un peu détecter le mensonge. Donc il essaye autant que possible de dire la vérité. Il arrête pas de penser que ça lui fait mal de les trahir, etc. On sait pas encore en quoi il va les trahir, qu'est-ce qu'il va faire concrètement. On sait déjà que c'est lui le traître parce qu'on l'a vu dans un des résumés de début de chapitre. On a vraiment une tension de se dire on voit les deux qui se parlent, les deux qui s'apprécient. Et Jessica qui lui parle avec lui, et lui qui lui avoue que sa femme s'est fait enlever par les Harkonnen, et que du coup il les hait, etc. Et elle en conclut que ça peut pas être un traître, parce que justement il hait les Harkonnen autant que les Atreides. Et en fait dans toute cette scène, du coup il y a vraiment une putain de tension, parce que on a envie que Jessica se rende compte que c'est le traître. En même temps, comme le personnage est touchant, et que lui, on sait très bien que si il est grillé, il va se faire tuer, etc. On n'a pas forcément envie non plus que ça arrive. Enfin, on est très tiraillé, on va dire. Voilà, c'est original de mettre les choses comme ça, parce que d'habitude, on se demande qui est le traître et on va pas nous le spoiler. Là, on nous l'a dit à l'avance, et c'est justement le fait qu'on le sache qui fait qu'il y a une tension dans cette scène. Et en fait, tout est comme ça. Il y a plein de scènes où on sait que il y a une menace qui pèse sur Leto, etc. Et on voit un dîner avec plein de nobles, etc., qui ont des conversations anodines, mais on sait qu'il y a des traîtres parmi eux. Et du coup, Paul et Jessica, ils regardent vachement les réactions des gens, etc., pour essayer de se demander qui sont les traîtres et qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir. Ils cherchent à balancer des répliques pour les provoquer ou quoi, pour voir si ils ont l'air angoissés, s'ils ont l'air satisfaits, etc. Et ça, c'est pareil, il y a une putain de tension. Je suis sûre que si ça avait été écrit par Brian Herbert ou quoi, il aurait juste dit à l'avance, soit il aurait dit à l'avance, soit il l'aurait pas dit, mais peu importe. Mais il nous aurait mis une scène où on aurait vu... dans un dialogue, genre, quelqu'un aurait révélé, mais j'exagère, mais quasiment mot pour mot, bah oui, c'est moi le traître, et voilà, il se serait passé des choses par rapport à ça, et le traître aurait été arrêté ou quoi que ce soit, mais non, là, à chaque fois, en fait, on participe, entre guillemets, vachement activement, soit émotionnellement, soit rationnellement, soit on est en train de réfléchir et de se dire où est le piège, où est le traître, où est machin, ou soit on le sait, et justement, on est pris dans une tension parce qu'on apprécie les personnages des deux côtés. Donc il y a plein de choses comme ça, mais vraiment, je trouve que c'est un espèce de calcul. C'est comme si on remontait des machines et qu'après on les laissait tourner entre elles. Je vous disais que dans Dune, il y a vraiment le truc où on a pris plein d'humains, de trucs différents, et on a tout mélangé, et on a regardé ce que ça faisait, vraiment ce côté un peu recette magique, quoi, où on sait pas ce que ça va faire à l'avance. Et je trouve que c'est la même chose qu'on nous fait subir à nous, en fait, en tant que lecteurs. C'est que on nous a mis des enjeux à la fois rationnels et émotionnels, et à chaque fois on nous balance dans une scène où on va vraiment être pris dans des trucs intenses au niveau réflexion et émotion. En fait, si on raconte la même histoire sans faire en sorte qu'il y ait ces enjeux et ces espèces de casse-tête ou quoi qui s'installent, qui nous font participer, eh ben ça devient tout de suite beaucoup moins prenant en fait. Donc ça tient au fait que les scènes soient décrites d'une manière très dynamique et qu'elles soient bien décrites, etc. Mais pas que. Je pense que c'est aussi justement cet art de nous laisser tomber, enfin de mettre genre un ingrédient à gauche, un ingrédient à droite, etc. Et pouf, de nous balancer au milieu au moment où le truc va exploser, à chaque fois. Quasiment dans chaque chapitre, je vous dis, on a une explosion d'une manière ou d'une autre. C'est assez ouf d'avoir pu faire ça. C'est pas seulement de l'écriture, c'est plus de la mise en scène, vraiment, je pense. Mais c'est un truc que j'ai rarement vu ailleurs et qui est vraiment extrêmement bien fait. J'ai pas encore moi-même l'impression d'avoir complètement cerné comment c'était possible qu'il y ait une telle tension et qu'on soit aussi pris... C'est pas seulement dans le suspense. Parce que on peut s'arrêter. À la fin des chapitres, je peux facilement m'arrêter de lire, contrairement au livre de Stephen King, par exemple. Mais les scènes en elles-mêmes, je les lis jusqu'au bout, en étant complètement à fond dedans. Et justement, j'ai même envie de les lire avec flèche basse, de relire plusieurs fois les lignes, de chercher, de réfléchir. Il y a ce côté enquête où on a envie de chercher, de réfléchir. Et même pour imaginer les scènes, c'est pareil en fait. On a envie de comprendre. Vraiment,
j'ai rarement autant remarqué un livre qui me donnait envie d'analyser et de comprendre. Souvent, c'est plus émotionnel qu'autre chose. Et là, on est vraiment dans un espèce de plaisir intellectuel, quoi. C'est assez original. Poésie et contemplation, il y en a un peu dans la description des paysages, ou dans l'aspect, je vous disais, philosophique du truc, où on peut essayer de se représenter... parce qu'il y a beaucoup aussi d'images, justement, dans la manière de ressentir les pouvoirs, etc., les connexions aux ancêtres ou autres. Ouais, je pense qu'on peut voir un peu de la poésie là-dedans. Maintenant, il faut la chercher. Spontanément, on est vraiment plus dans quelque chose qui est à la fois science-fiction, tout ça, mais en même temps, je vous dis, il y a un côté un peu philosophique, peut-être un peu conte dans le côté histoire, mais la poésie, ouais, il faut la chercher, mais au niveau visuel, au niveau des images, au niveau des thèmes, du côté philosophique, où il y en a un peu. Suspense et action, là, il y en a sans arrêt. Hein. Quasiment dans chaque scène, il y en a. Donc, c'est vraiment simple. Il y a des... C'est vraiment souvent de la tension entre les persos. On fait se rencontrer deux personnes qui se comprennent pas forcément, qui se connaissent pas forcément, et dans les rapports humains, on nous met dans des situations où une des personnes pourrait tuer l'autre, ou avoir envie de le faire, ou entraîner sa mort même de manière indirecte, et où on fait communiquer ces personnes, et où du coup on sent qu'on est sur le fil du rasoir entre les deux. Mais des moments comme ça, il y en a des tonnes, et je vous dis, c'est quasiment que des enchaînements de moments comme ça, et ça marche à chaque fois, quoi. C'est pas toujours entre les mêmes persos, c'est pas du tout répétitif, c'est des situations différentes, mais où à chaque fois, les rapports entre les persos sont extrêmement tendus, et où on serait triste si ça tournait mal. On a vraiment envie que ça se termine bien, et ça s'alterne. Hein. Des fois, ça va se terminer mal, des fois, ça va se terminer bien, et on va vraiment pouvoir être triste à chaque fois que ça se termine mal, et espérer constamment que ça se termine bien. Vraiment, c'est des tensions comme ça entre les gens, plus que des tensions sur un suspense général, justement. C'est vraiment dans la scène elle-même, entre deux personnes, dans les rapports humains. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Parce que j'aime beaucoup, je vous dis, essayer d'analyser les psychologies des gens, etc. Et donc mettre le suspense exclusivement là-dessus, sur la psychologie des gens, moi, c'est quelque chose non seulement qui me parle, qui me plaît, et dont je me dis justement que j'ai encore beaucoup à apprendre, etc. Donc, qui me fascine, voilà, tout simplement. Les dialogues, c'est ce que je vous disais. Il y a des expressions différentes chez les peuples différents, des manières de parler différentes. Les Fremen, non seulement ils ont des coutumes par rapport à l'eau, mais ils ont aussi des manières de parler par rapport à l'eau. Des expressions où on sent justement que l'eau, dans leur... pour eux, ça signifie pas la même chose que pour les autres gens. Il peut y avoir des chansons ou des ballades ou des rituels ou des trucs. Dans leur manière de parler, on sent que leurs valeurs sont pas les mêmes. C'est vraiment extrêmement subtil et complexe et intelligent dans tout ça, quoi. On a beaucoup de ballades de Gurney Halleck, vu qu'il chante et tout, et que c'est un mec qui fait beaucoup de citations, etc. Et lui, on sait qu'il est originaire de Caladan, donc on découvre un peu Caladan à travers ça, où il y a beaucoup de chansons sur des marins et tout, parce qu'on sait que c'est une planète où il y a beaucoup d'océans, et où justement il y a beaucoup une culture où les gens vivent très proches des océans, quoi. Donc c'est quelque chose, évidemment, qui est très opposé à Dune, où il y a que de la sécheresse et où les gens... sont même pas capables de concevoir qu'il puisse y avoir des grandes étendues d'eau, quoi. Tout ça, le fait que les gens ont du mal à se comprendre, utilisent des expressions différentes, des manières de parler différentes, sans parler, je vous disais, du fait qu'il y a carrément une langue des Fremen. Je sais pas du tout à partir de quoi elle est faite, mais c'est cool. Et c'est jamais dérangeant, parce que c'est juste quelques phrases qui sont dites dans leur langue. Et généralement, on a les points de vue de Jessica qui arrivent à déduire ce que ça veut dire, parce que c'est une langue qui ressemble à une ancienne langue qu'elle connaît dans son éducation de Ben Gesserit et tout. Donc en fait, il n'y a jamais de moment où on comprend pas, et pourtant on a vraiment ce côté exotique où on a l'impression d'être réellement dans une culture étrangère. Je suis pas sûre d'avoir un seul autre exemple de livre où c'est aussi bien fait, cette sensation de se retrouver, de vivre un espèce de choc des cultures et d'avoir vraiment envie de comprendre les autres, tout en éprouvant une espèce de tristesse, parce qu'on se dit effectivement tout ce qu'ils vivent, à quel point leur vie est dure, c'est vrai que ça les rend forts. En fait, voilà, il y a ce truc extrêmement qui est extrêmement souligné dans Dune et qui est extrêmement
intelligent et extrêmement triste en même temps, où on sait que les gens qui ont des vies entre guillemets faciles, heureuses, etc., ils se ramollissent, et que les gens qui ont des vies dures, ils deviennent plus forts. Mais du coup, eux-mêmes, ils aspirent à avoir des vies plus faciles. Donc en gros, c'est comme si les gens pouvaient que aspirer à leur propre fin, qu'en quelque sorte, ils cherchaient à s'autodétruire, et que la vie, justement, s'épanouissait mieux dans les difficultés, quoi. Donc c'est quelque chose de perturbant et triste, mais d'assez réaliste. Ça n'a plus rien à voir avec les dialogues, mais je le dis parce que c'est vraiment ce qu'on voit à travers les Fremen, et voilà, comme je vous dis, c'est assez ouf, cette sensation de découvrir d'autres cultures, et c'est pas que par rapport aux Fremen. Je veux dire, il y a des personnages qui ont des tics entre guillemets de langage qui sont juste banals et qui apportent pas grand chose, comme le comte Fenring qui fait toujours tu vois, dans ses phrases. c'est rigolo, mais ça c'est simple, et ça apporte pas forcément grand chose. Mais voilà, donc il y a des trucs comme ça qui peuvent être plus clichés, plus visibles, comme il pourrait y en avoir aussi dans les livres de Stephen King, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, comme je vous disais, comme la manière de parler des gens en fonction de leur culture, etc., avec des expressions différentes et tout. Et ça, c'est franchement ouf d'être arrivé à faire ça. Crédibilité, réalisme, du coup, j'ai jamais vu mieux, je vous dirais. Et originalité côté marquant, je sais pas si j'ai déjà vu mieux, mais en tout cas, c'est dans les meilleurs aussi, parce que il y a des trucs... moi, ça me reste en tête, quoi. Justement, le fait que... quand Paul pleure à un moment pour la mort de quelqu'un, les Fremen disent tu donnes ton eau aux morts, ça m'avait énormément marqué. Parce que, ouais, effectivement, dans un monde où chaque goutte d'eau est précieuse, le fait de pleurer, ça n'a pas du tout la même valeur que pour nous, quoi. Ouais, vraiment, c'est quelque chose... moi, ça m'a marqué, et je pense que ça continuera de me marquer, et je trouve que c'est ouf d'avoir été subtil et profond à ce point-là. Et comme je vous disais, ça c'est aussi ce qui manque dans les avant, les après Dune et tout. Il n'y a pas ce genre de détails, les expressions marquantes, etc. Bien sûr que les gens vont parler avec leur langue si leur langue était déjà préexistante, mais il n'y a pas cette même profondeur, ce côté personnalisé où on a vraiment l'impression d'entendre les gens, etc. Il n'y a pas ça, donc c'est malheureux, mais voilà. Pour moi, ça n'a pas pris... il suffit pas de reprendre l'univers, quoi. Donc en note globale, lui aussi, je lui ai mis 9. Et vous allez me dire, mais après tout ce que t'as dit, pourquoi lui non plus tu lui mets pas 10 ? Je vous ai dit, parce que j'aime pas trop le fait qu'on saute des moments, je trouve que ça manque un peu de quotidien. J'aurais aimé que ce soit encore plus long, plus détaillé, etc. Et voilà, donc il y a des choses comme ça où je me suis sentie un peu sortie du récit par ses bonds dans le temps. J'aurais eu envie que l'univers soit encore plus détaillé, encore plus complexe, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a jamais un moment où tu auras eu l'impression d'en avoir eu assez. Si, comme je vous ai dit, dans les univers de Brandon Sanderson, j'ai l'impression d'en avoir assez. J'ai l'impression à la fois d'avoir vu le quotidien des gens et à la fois de voir le moment où tout change et tout ça. Enfin, je me sens satisfaite à ce niveau, donc voilà. Là, c'est ça pour moi l'imperfection. Particulièrement, justement, ce passage où on saute les 2 ans. Parce que, encore le fait de nous jeter dans le bain directement au début de l'histoire, je me dis ça peut contribuer à ce que on rentre tout de suite dedans. Il n'y a pas de moment où on risque de se lasser, de se dire bon, ça met du temps à démarrer, etc. Là, on est vraiment tout de suite, c'est comme si on vous réveillait à 6h du matin et qu'on vous disait courez 10 km, la pouf au réveil. Vraiment, on est balancé avec une espèce de violence spontanément. C'est sûr qu'on aurait pu faire autrement, mais je peux respecter le fait d'avoir fait ça. Par contre, voilà, le bond de 2 ans dans le futur, soudainement, à un moment qui pour moi ne le laissait pas du tout présager, ça m'a pas trop plu. Voilà ce que j'avais à en dire, c'est complètement un de mes livres préférés, vraiment pour l'univers, et je le relis pour la 3e fois, j'aime toujours autant, je pense que je le relirai peut-être à nouveau dans 10 ans ou quoi, et j'aimerais toujours autant. Typiquement, c'est le genre d'univers que j'ai envie de faire découvrir aux gens, parce que je trouve que c'est tellement riche, que ce serait vraiment louper quelque chose de ne pas le connaître. Je suis un peu surprise et attristée que tout le monde parle du Seigneur des Anneaux ou de ce genre de truc, mais que justement pas tant que ça de gens parlent de Dune. Tout le monde, je pense, quasiment, en a déjà entendu parler, mais pas tant que ça de gens l'ont lu ou disent qu'ils en sont fans. En tout cas, comparé justement à Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et compagnie, et alors que pour moi, c'est à des kilomètres au-dessus, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors vous allez... voilà, je vais vous le dire tout de suite, non, je n'aime pas trop le Seigneur des Anneaux, je déteste pas, mais je trouve ça assez quelconque. Je suis effectivement contente
Tolkien ait créé, entre guillemets, la fantasy, et que ça ait ouvert la porte à plein d'autres qui l'ont suivi et qui ont écrit des trucs que je trouve géniaux. Mais en soi, moi, Le Seigneur des Anneaux, ça me fait pas spécialement kiffer. Donc voilà, je l'ai dit, vous pouvez me lyncher dans les commentaires si vous en avez envie. Mais voilà, alors que Dune, c'est quasiment parfait. Donc lisez-le si c'est pas déjà fait, même si je pense que ce sera déjà fait pour un certain nombre d'entre